Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Josée Gagnon. Je suis une entrepreneure de Montréal, une autre. On s'excuse. Mais ce n'est pas à mon sujet. Donc, ça tombe bien. C'est au sujet de Bertrand Badré, un grand financier, un grand humaniste financier que j'aurai le plaisir d'interviewer dans les prochaines minutes. Il devait être avec nous sur la scène et n'a pas pu se rendre, donc je vais l'interviewer en duplex. J'imagine que nous allons l'avoir bientôt. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand. Je suis très heureuse de vous interviewer aujourd'hui, même à distance. C'est un honneur pour moi. Vous avez eu une riche carrière en finance, dans le public, dans le privé. Vous avez vécu des moments clés des 25 dernières années. Vous dites vous-même que vous êtes un Forrest Gump de la finance. Pouvez-vous nous expliquer ça? D'abord, je voulais dire que je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'ai été la victime de ma santé défaillante. En fait, je me suis retrouvé cloué au lit depuis 2 jours. J'émerge juste. J'ai essayé de me rendre présentable pour vous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour Forrest Gump de la finance? Effectivement, j'ai eu une vie professionnelle qui m'a amené à être là où ça se passait un certain nombre de fois dans les 25 dernières années. J'ai travaillé au ministère des Finances à Paris au moment où on créait l'euro. J'ai été à Londres comme banquier au moment de ce qu'on appelait la nouvelle économie. Beaucoup dans la salle sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais c'était le premier âge d'Internet au tournant du millénaire. J'ai été à New York quand la bulle a explosé et quand le World Trade Center a été détruit. J'ai ensuite travaillé dans le cadre du G8 en 2003 dans l'équipe du président Chirac au moment de la guerre en Irak, qui était aussi un moment particulièrement tendu de l'histoire. J'ai ensuite été directeur financier de 2 grandes banques, le Crédit Agricole et la Société Générale, tout au long de la crise financière. Donc j'ai vu le monde s'effondrer sous nos pas. Et ensuite j'ai été, comme directeur général de la Banque mondiale, représentant de cette institution dans le G7, le G20, ou ce qu'on appelle le Financial Stability Board, qui est l'organe qui pilote la réforme financière internationale. Donc j'ai vu la crise arriver, j'ai vu comment on avait essayé de corriger, de réparer ce qui pouvait l'être dans les années qui ont suivi. Et maintenant, donc j'ai travaillé beaucoup au moment des grandes décisions de 2015, notamment les accords de Paris sur le climat, les accords de New York sur le développement durable. Et depuis, j'ai pris une casquette d'entrepreneur et j'essaie de voir comment on peut mobiliser des fonds pour investir dans le développement durable dans les pays émergents. Donc voilà, ça m'a permis de voir un peu tous les coins et recoins de la finance, les plus reluisants et les moins attractifs, et d'essayer de voir comment aujourd'hui cet outil essentiel qu'est la finance peut participer d'une bonne gouvernance mondiale, puisque c'est bien ça dont il s'agit avec Apigov. Et j'étais très heureux d'être là l'année dernière. Et encore une fois, je suis absolument désolé de ne pas être des vôtres aujourd'hui, et je salue vraiment Virginie et son enthousiasme. Merci. On reçoit vos remerciements ici. Ce midi, on a beaucoup parlé de raison d'être. Et j'écoute votre merveilleuse histoire qui ressemble à un film. Dites-moi, quel est votre fil conducteur? Quelle est votre raison d'être? J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup reçu et donc il fallait que je donne beaucoup. Alors on le fait plus ou moins vite, on y arrive plus ou moins rapidement et finalement la décision de créer Blue Like an Orange qui est arrivée après 25 ans dans la finance, c'est finalement la concrétisation presque naturelle de tout ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai vraiment, comme je l'ai dit, comme Forrest Gump, participé à un certain nombre d'événements financiers fondateurs ou destructeurs qui m'ont permis de prendre un peu de recul sur cet outil qu'est la finance et maintenant de me dire, ben voilà, cet outil qui est probablement un des outils les plus puissants qui existent entre des mains humaines, comment peut-on s'en servir mieux? Et finalement, mon fil rouge, c'est de faire se rencontrer les différents mondes. On a des mondes qui s'ignorent, on a le monde de la finance traditionnelle d'un côté, le monde des attentes des nouvelles générations de l'autre,
un monde qui a quelques soucis sociaux et écologiques. Donc comment est-ce que je peux, par mon expérience, réunir tout ça et contribuer à rendre ce monde un peu meilleur? C'est pour ça que dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelait de manière un peu provocatrice Can Finance Save the World? Je pense que c'est une question, si on posait cette question dans la rue, On est ensemble, on est seuls. c'est reprendre le contrôle pour servir le bien commun. Et cette idée de bien commun est quelque chose qui est très importante pour moi, qui est compliqué, mais qui est très importante pour moi. Comment vous trouvez l'expérience de l'entrepreneuriat? Ah ben, c'est un choc à tous égards. Pendant des années, j'ai plutôt été en responsabilité dans des grandes entreprises publiques ou privées, où les choses, en gros, allaient. On me demandait de réfléchir et derrière, l'intendant suivait. Puis brusquement, vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre, puisque je suis installé à Washington, à prendre un papier et un crayon et dire, voilà, c'est ça que je veux. Et c'est là que commencent les difficultés. Comment est-ce que je recrute aux États-Unis? Comment est-ce que je trouve des bureaux? Comment est-ce que je trouve un nom? Comment fait les premiers contrats? Enfin, toute une série de choses. Et en fait, un de mes investisseurs m'a dit, j'étais gêné au début de te financer, je trouvais que ton idée était bonne, mais j'étais pas sûr que tu saches faire. Parce qu'on peut pas innocemment avoir été 20 ans en haut d'une tour et brusquement se retrouver à changer soi-même l'ampoule des toilettes. Et il m'a dit, ce qui a été probablement le plus beau compliment qu'on m'ait fait, il m'a dit l'année dernière, écoute, je ne regrette plus, parce que je sais que tu as appris à changer l'ampoule des toilettes. C'est pas que ça l'entrepreneuriat, mais c'est aussi être en charge au quotidien de toute une série de choses qu'on ne peut pas déléguer et qu'il faut faire soi-même parce que c'est comme ça que ça avance. C'est aussi savoir persister contre vents et marées, se dire que notre vision est la bonne et que même si toute une série de gens sont hésitants, se disent enfin, très bien, c'est Bertrand, t'es sûr que tu es raisonnable, enfin, tu sais d'où tu viens, que veux-tu faire? De continuer à penser que c'est la bonne chose tout en n'étant pas obstiné. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut accepter de faire des détours. C'est comme en montagne, puisqu'on est à Lyon ou en bateau, parfois pour aller tout droit, il faut tirer des bords, mais il faut jamais perdre la boussole, il faut jamais perdre le sommet ou la mer de vue. Je vous félicite pour votre sens de l'entrepreneuriat et votre courage. Je voulais parler un peu de Blue Like an Orange. Pourquoi vous avez lancé ce fonds et quelle est votre stratégie? En fait, pourriez-vous nous faire votre elevator pitch? Oui, je n'ai malheureusement pas le droit de vous faire beaucoup plus que l'elevator pitch parce que l'industrie financière est une industrie extrêmement réglementée par notamment la SEC aux États-Unis ou les régulateurs européens qui m'interdisent de dire un certain nombre de choses et donc je vais vous dire ce que j'ai le droit de vous dire. Donc ne m'en demandez pas plus. L'intuition derrière Blue Like an Orange, c'est de dire que on peut combiner aujourd'hui des rendements qui sont des rendements de marché avec un impact mesurable en lien avec les accords qui ont été posés en 2015 sur le développement durable. C'est pas incompatible. Il y a une capacité, il y a vraiment un moyen de mobiliser notre épargne, votre épargne, celle qui est dans les fonds de pension. Je pense au Canada, par exemple, où les fonds de pension sont très importants. Dans l'assurance vie, pour prendre un exemple plus français, en particulier, mais aussi dans les fonds souverains, chez les personnes qui sont plus fortunées que d'autres, de le faire comprendre que le développement durable et la performance sont pas incompatibles. Et il faut le faire avec une certaine intégrité, une certaine transparence, expliquer ce qu'on fait, expliquer ses choix. Et par ailleurs, je me suis mis, entre guillemets, une difficulté supplémentaire, puisque j'ai fait le choix d'investir dans les pays émergents. Alors, je ne devrais pas dire ça dans une salle comme celle qui est la vôtre aujourd'hui, mais je pense que le développement durable, le climat, ça va être qu'un cas, il va y avoir des hauts et des bas, ça va pas être facile, mais que, en gros, les pays comme la France vont y arriver. Et que les vraies frontières du développement durable, ça va être les grands pays émergents. On le voit sur le climat, on le voit sur la biodiversité, on le voit sur un certain nombre de sujets. C'est là qu'il faut qu'on réussisse à trouver les voies et moyens d'un bon développement. Et c'est pas très facile pour nous, parce que les pays occidentaux ont finalement assez bien profité du système.
émis beaucoup de carbone, et maintenant disent aux autres, attendez, là on a dépassé les quotas, donc on arrête. Donc il faut qu'on trouve une manière intelligente de coopérer sur le plan des projets, sur le plan des principes, aussi sur le plan du financement, pour que cette planète, dans son ensemble, et pas seulement quelques petits bouts de cette planète, puisse se porter mieux dans quelques dizaines d'années. Est-ce que ça se pourrait aussi... Donc c'est ma petite contribution à cet élément. Alors ça me sert aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je remercie encore une fois Virginie, ça me sert aussi comme point d'appui dans les débats qui ont cours aujourd'hui sur les limites du modèle capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sur les limites du modèle financier tel qu'il fonctionne, etc. Et ça me permet de confronter à la fois mon expérience telle macro, participer à une réunion de chefs d'État du G20 d'un côté, et en même temps choisir d'investir dans tel ou tel projet en Colombie, au Brésil ou au Mexique. Donc de lier finalement les endroits où on parle le langage le plus planétaire avec les endroits où on agit le plus localement. Et la gouvernance dont vous parlez aujourd'hui, c'est bien cette capacité à réunir cette perspective planétaire, parce qu'elle doit exister, avec les réalités du terrain. Si on fait trop de planétaire, on ne voit pas les effets sur le terrain, et si on fait que du terrain, on perd l'image d'ensemble, et l'image d'ensemble, elle est cruciale pour des sujets comme le climat, par exemple. Oui. Je voulais vous interrompre sur l'Amérique du Sud. Je voulais savoir, est-ce que c'est un endroit où, justement, c'est plus facile de faire de la finance d'impact? Je me pose la question de la compatibilité entre la finance d'impact et la croissance durable, éthique, etc. Je me demande si c'est compatible. Et je me dis aussi, en Amérique du Sud, il doit y avoir plus de marge de manœuvre pour la profitabilité. Donc, je voulais vous entendre là-dessus. Non, alors, d'abord, l'impact, c'est beaucoup de choses. Donc là aussi, il n'y a pas d'impact meilleur que d'autres, c'est très compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la santé, l'éducation, l'eau, etc. C'est compliqué de hiérarchiser tout ça. Et chaque personne qui agit dans un secteur a tendance à dire, moi, c'est plus important que l'autre. Alors, c'est vrai que l'Amérique du Sud, les sujets d'impact les plus importants, on va trouver des sujets d'inégalité, on va trouver des sujets d'accès à la finance, on va trouver évidemment les sujets climat, on va trouver les sujets des relations hommes-femmes, on va trouver les questions de la biodiversité. En Afrique, on aura plus affaire à des questions de développement, de pauvreté, d'infrastructure. Donc c'est pas exactement la même chose, je peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Donc est-ce qu'il y a plus de potentiel en Amérique latine qu'en Afrique? Je ne sais pas, il y a un potentiel différent, et je pense qu'il y a du potentiel partout. Mais votre question est importante parce que il n'y a pas une question de compatibilité, il y a une question d'absolue nécessité de corréler les deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vit depuis une cinquantaine d'années dans un modèle économique et financier qu'on peut appeler, pour faire très court, le modèle néolibéral. Ce modèle néolibéral, il prend ses racines à la fin des années 60, début des années 70. On peut le résumer en prenant une formule très connue de Milton Friedman, un économiste de l'Université de Chicago. Il disait « The social purpose of business is to make profit », ou dans une variante « The social purpose of business is to make profit for shareholders ». On oublie parfois, d'ailleurs, il disait, il faut aussi que la société l'accepte. On a oublié cette partie-là. Donc l'idée que l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, ou de manière plus imagée, the business of business is to make business. Donc l'entreprise n'a pas à se soucier du bien commun. C'est pas son job. Son job, c'est de faire du profit. Et donc c'est bien sur cette base-là qu'on a commencé à fonctionner. Ça s'est complexifié quand un certain nombre de personnes, comme Jack Welch, qui était à l'époque patron de General Electric, ont créé ce qu'on a appelé le shareholder value, la référence à l'actionnaire. Donc tout ça, finalement, a assez bien marché jusqu'à ce que ça marche plus. Et c'est la crise qu'on a eue il y a une dizaine d'années. Et ce que je dis aujourd'hui avec d'autres, c'est qu'il faut qu'on passe de cet axiome « The social purpose of business is to make profit », donc le profit est une fin en soi, avec une dimension essentiellement financière et un biais de court terme. Il faut qu'on passe à « The social purpose of business is to find profitable solutions for this planet and its people ». L'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables. Je ne dis pas que le profit est mauvais, je pense que le profit est important. Mais c'est un profit qui est au service de la résolution des problèmes de notre planète, parce que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, et des habitants de cette planète. Et que si on ne traite pas ces questions, à un moment donné, il n'y aura plus de croissance possible, parce qu'il n'y aura plus de capacité à faire de la croissance. Donc c'est pas une question de il faut de la croissance, de l'impact, etc. Ma conviction extrêmement profonde, c'est qu'il va falloir qu'on transforme radicalement, dans les années qui viennent, notre approche de la finance, qu'on passe finalement
de ce que la plupart des gens qui ont fait de la finance dans la salle savent, qui est qu'on compare un équilibre entre un risque et un rendement, disant que plus je prends de risques, plus j'ai du rendement. Ça, c'est comme ça que fonctionne la finance aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne le venture capital, c'est comme ça que fonctionne le private equity, c'est comme ça que fonctionnent les évaluations des entreprises sur les marchés. C'est au cœur de tous nos raisonnements financiers aujourd'hui. Et moi, je pense que cette double dimension, elle est insuffisante, il va falloir qu'on passe à une triple dimension. Cette triple dimension, ça va être le rendement, bien sûr, le risque, bien sûr, et une dimension qu'on peut appeler impact, soutenabilité, peu importe, qui prend la mesure que ce risque-rendement, il s'enracine dans notre planète avec nos habitants. Et c'est bien ça la clé. Si on n'est pas capable d'intégrer ça dans les formules, on a un problème. Donc la question n'est pas que c'est compatible ou pas, il faut que ça soit compatible, sinon on va heurter un mur qui sera le mur des inégalités sociales qui vont devenir insoutenables, ou le mur de la crise écologique et climatique qui va effectivement se manifester si on ne traite pas dans les délais qui sont ceux que nous avons aujourd'hui, qui raccourcissent d'ailleurs jour après jour. Quelle est l'échéance que nous avons pour faire ce changement radical dont vous parlez et quelle est la recette, selon vous? Alors c'est difficile parce que si j'avais une baguette magique, on pourrait faire ça dans la nuit. Ou alors quand je commence à dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, et d'ailleurs on va tout changer, la plupart des gens me disent ça c'est bien une vision de français. Vous avez bien fait la révolution, vous avez bien coupé les têtes, vous avez bien changé les systèmes, et après vous mettez 50 ans à vous en remettre. Donc malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Donc je ne crois pas qu'une révolution soit possible. Deuxième problème, il n'y a pas de maître du monde aujourd'hui. L'ordre néolibéral dans lequel on évolue encore assez largement, il a été de fait imposé par le leadership anglo-saxon des années 60 et 70. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne y ont diffusé ce modèle à la planète. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est sur une phase Brexit, l'Amérique sur une phase America First. Et donc par construction, ni l'un ni l'autre n'ont une prétention universelle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde qui peut dire bon, on va se mettre autour de la table et on va changer les règles. Ça, c'est très compliqué. Et donc, il faut se résoudre, alors que l'horloge tourne, y aller doucement et à commencer étape par étape. Alors, ce à quoi je travaille, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et de dire, puisqu'on ne peut pas changer le système, alors qu'est-ce que j'appelle changer le système? Parce que là aussi, on peut dire plein de choses. Changer le système, c'est rentrer dans tout ce qui fait le quotidien de la vie de notre économie. Ce sont les normes comptables, la manière dont les gens sont payés, les règles imposées aux banques et aux assurances, la manière dont on raconte les choses, le type de fiscalité, l'intégration au nom du prix d'un carbone, l'intégration au nom du prix de la nature qu'on utilise. Toutes ces choses-là, on doit faire rentrer dans la moulinette pour les intégrer dans cette équation risque, rendement, impact. Alors, comme on ne sait pas faire ça, il faut faire d'une autre manière. Et une des choses qu'on pousse aujourd'hui est de dire, bon, mettons par exemple dans le transport maritime, on réunit un certain nombre de grands acteurs et on dit quels sont les défis. On peut en prendre un par exemple, le transport maritime consomme et produit du CO2. Ça c'est pas bien. Et on se rend compte que si les bateaux allaient un tout petit peu moins vite, comme c'est fonction du carré de la vitesse, si on diminue la vitesse de 20%, ça ralentit un peu les flux mondiaux, pas tant que ça, et vous économisez beaucoup de carbone. Donc on peut dire aux gens, on se met ensemble et on le fait. Et on espère que si les 4 ou 5 plus gros le font, tout le monde va les suivre par effet d'entraînement. On peut avoir le même raisonnement sur le plastique, sur le fast fashion, sur l'air conditionné. Donc d'essayer de prendre des points d'application et de voir ce qu'on peut faire entre gens de bonne volonté, entreprises, ONG, société civile, secteur public, etc. Est-ce que c'est parfait? Non. Évidemment, je préférais qu'on aille plus vite et qu'on change. Mais la difficulté dans le monde d'aujourd'hui, et on le voit bien sur les accords climat, c'est qu'ils sont sur une base volontaire. Les accords, j'ai fait un article récent dans les Échos sur ce thème-là. Les États-Unis sortent des accords de COP21. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Oui, bien sûr, parce que ça envoie le signal qu'un grand acteur de la planète dit j'y crois pas et je fais pas partie de tout ça. En même temps, les accords climat, c'est pas le fait des États-Unis, c'est le fait des Américains. Donc si les Américains se bougent, ça les empêche pas que les États-Unis soient sortis de faire ce qu'ils peuvent faire. Et le fait est que, d'une certaine manière, leur trajectoire, avec ou sans les accords, va probablement pas beaucoup changer. Et que des pays qui ont signé ne suivent pas leurs accords. Encore une fois, parce qu'on est sur une base volontaire. On était parti du principe que la pression des uns et des autres fait que tout le monde va aller dans la bonne direction. Et ça, c'était l'esprit de 2015. Il y avait quelque chose, il y avait la poignée de main Xi Jinping-Obama qui dit on va y aller ensemble. Puis malheureusement, en 3 ans,
tout s'est déréglé et la capacité à coopérer et à faire pression les uns sur les autres a sensiblement diminué. Et donc, on voit bien aujourd'hui que ça marche pas aussi bien. La COP25, on va voir quels sont les résultats à la fin de la semaine, mais on voit bien que ces engagements volontaires, on n'a pas d'alternative. Il n'y a pas de police mondiale, il n'y a pas de maître du monde, encore une fois, donc on n'a pas le choix, mais c'est fragile. De même qu'on a mis en place, je suis désolé d'être un peu technique, des accords qu'on appelle TCFD, sont des accords pour expliquer aux entreprises comment présenter leur impact climatique et leur empreinte carbone. Et là aussi, c'est volontaire. C'est pas une norme, il n'y a aucun pays qui l'impose. Donc effectivement, il y a quelques centaines d'entreprises qui l'ont imposé, mais ça ne fait pas partie du système. Donc le système dans lequel on évolue aujourd'hui, il est très complet, il est très cohérent, mais il n'incite pas à la vertu et il ne récompense pas la vertu. Donc il compte sur la bonne volonté, celle de vous dans la salle, la vôtre, Marie-Josée, la mienne et celle de patrons ou d'organisations qui font ça. Mais on n'a pas de mouvement naturel dans notre économie qui nous pousse dans cette direction. C'est dommage. Dites-moi, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre de la coercition à quelque part? Je crois pas. Le seul endroit où il y avait un tribunal qui imposait des décisions aux uns et aux autres, c'était l'OMC, l'Organisation du commerce. Et l'OMC, les Américains qui n'aiment pas l'OMC, comme vous l'avez vu, ont pris la décision de ne pas nommer de nouveaux juges. Et donc, à aujourd'hui, là, précisément aujourd'hui, il ne reste plus qu'un juge à l'OMC. Et donc, techniquement, le tribunal ne fonctionne plus. Donc, le seul endroit où il y avait un endroit où on pouvait juger les États ne fonctionne plus à partir d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de coercition. Bon. D'accord. Il y a aussi un autre phénomène qui amène un changement, c'est l'insatisfaction, la crise. Ça peut amener un changement. Évidemment, tout le monde se souvient. Je n'ai pas entendu, Marie-Josée, pardon. Excusez-moi, je recommence. Il y a un autre phénomène qui peut amener un changement, c'est l'insatisfaction. Ou une crise. Quand on est en crise, après, on arrive et on impose un changement et on peut se concerter plus rapidement. Il y a eu la crise financière de 2008, 2009, 2010, etc. Je me demande, est-ce qu'on a tiré des leçons de cette crise? Est-ce que le système financier s'est réformé d'une façon où on a pu mettre un peu plus de durabilité dans le système? Alors, là, il y a deux manières de voir les choses. On peut voir le verre à moitié plein ou on peut voir le verre à moitié vide. Si on veut voir le verre à moitié plein, on a tiré un certain nombre de leçons et d'abord, on n'est pas mort. Ça a l'air de rien, mais on n'est pas en 1939 ou 1940. Donc, on n'a pas répété la séquence des années 30. On a fait quelques erreurs, mais on est quand même encore dans un système qui fonctionne. Quand même s'en féliciter, c'était pas gagné. Donc ça, célébrons ça. On a plutôt développé la coopération financière internationale. C'est plutôt positif. On a plutôt renforcé une partie du système, notamment la partie bancaire, et notamment la partie assurance. Donc ça, c'est positif. Le verre à moitié vide, c'est la question que j'ai parfois, c'est qu'on a probablement en partie gâché cette crise parce qu'on n'a pas profité pour réformer le système. On a réparé le système d'avant, on a colmaté les brèches, on n'a pas repensé le système. Et donc, on a mis en place ce dispositif de 2015, les accords climat, les accords sur le développement durable, mais on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir comment les financer, avec quel système on allait les financer. Et donc, c'est bien la question à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et d'une certaine manière, l'environnement de taux d'intérêt dans lequel on évolue aujourd'hui, qui sont des taux parfois négatifs, en tout cas très bas, montre bien qu'il y a un dérèglement dans le système. Que signifient ces taux? Est-ce que ça nous force à réfléchir à ce que vaut l'argent, comment on investit l'argent public ou l'argent privé aujourd'hui? Donc on voit bien qu'on n'a pas complètement résolu cette crise. Donc encore une fois, il ne faut pas se flageller, on n'est pas mort, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante et qu'on invente la suite. Et ça, c'est l'enjeu des prochaines années. Et ce que vous dites en creux, c'est important. Je pense que le plus gros facteur qui peut contribuer à changer dans les années qui viennent, c'est finalement tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, c'est la population en général, et notamment la partie la plus jeune de la population. Je m'y perds un peu dans les millennials, la génération Z, etc., peu importe. Mais si ces gens-là prennent en main et disent « moi je veux travailler dans une entreprise qui fait ça »,
Moi, je veux consommer des produits qui répondent à ça. Moi, je veux investir avec ça. Ben, le marché, il répond. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut qu'on trouve la bonne combinaison de pression du marché. Donc, il faut continuer à éduquer le marché sur ce que c'est que la durabilité. C'est pas gagné. Il faut pas se raconter d'histoire. On est entre convertis dans la salle. Et en même temps, réfléchir à ce qui, dans la réglementation, dans les normes, etc., empêche d'aller dans cette direction. L'économie de marché, je pense que c'est ce qu'on a fait le mieux pour allouer des ressources sous contrainte. Simplement, l'économie de marché, si on lui dit rien, ben, elle fait comme l'eau, elle descend en ligne de plus grande pente. Donc elle va choisir le profit le plus rapide, le plus facile. Donc il faut trouver les moyens d'encadrer l'économie de marché, et on l'encadrera par les attentes du marché, les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs, et par la bonne réglementation. Et si vous avez économie de marché qui est bordée par une bonne réglementation et des attentes de marché, elle ira pas dans une plus grande pente, elle ira là où on lui demandera d'aller. Et elle fera bien. Donc c'est ça qu'il faut qu'on organise. C'est ça l'enjeu des 20 ou 30 prochaines années. Est-ce qu'il y a Parce que si on ne fait pas ça, on a un vrai problème social et on a un vrai problème environnemental. Est-ce qu'il y a parmi les leviers dont vous venez de parler, donc l'investisseur, le petit investisseur, le grand investisseur, l'organisme de réglementation, l'État, l'entreprise, est-ce qu'il y a dans ces leviers-là un plus important que l'autre, un plus puissant que l'autre, qui devrait agir dès maintenant ou être le premier à agir ou celui qui devrait agir le plus fortement? Non, je crois pas. Je pense que la pression du marché au sens large est essentielle. C'est que dans une économie de marché, c'est quand même le marché qui tire. Et on le voit bien avec un certain nombre d'entreprises qui ajustent leur stratégie. Il y a 5 ou 10 ans, quand on parlait d'impact, on disait mais est-ce que c'est bien financièrement? Combien je perds en échange de plus d'impact? Aujourd'hui, c'est plus seulement une question financière, c'est une question stratégique. Quand vous êtes, encore une fois, pour prendre un exemple, dans la restauration, eh ben, à un moment donné, je pense que si vous dans les grandes chaînes de restauration, il faut traiter la question du gaspillage alimentaire et des emballages, sinon les clients ils vont aller ailleurs. Donc il va y avoir une pression qui va plus être seulement une pression de j'arbitre entre l'impact parce que mes convictions me disent qu'il faut que je fasse de l'impact. Je vais dans cette direction parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon les clients vont m'abandonner, parce que les investisseurs ne vont pas me choisir et parce que les gens ne voudront plus travailler chez moi. Paul Polman, qui était le patron charismatique et emblématique d'Unilever, qui a vraiment orienté Unilever dans cette direction, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as fait bouger Unilever? Pourquoi tu as engagé Unilever sur le sentier du développement durable? Il m'a dit, une des principales raisons, c'est que les gens ne voulaient plus venir travailler chez nous. Si je voulais continuer à attirer des talents, il fallait que je me mette sur cette trajectoire. Donc voilà, ça c'est un instrument puissant. Et je conseille une entreprise qui opère, je prenais l'exemple des restaurants dans ce secteur-là, ils me disent, si on ne va pas dans cette direction plus durable, donc de traiter la question du gaspillage alimentaire, de voir le type d'emballage qu'on utilise, le côté organique de nos produits, le traitement des gens à qui on achète, les gens ne vont pas venir. Donc ça devient une question stratégique. Donc la pression du marché, elle est très forte. Et donc, On a confiance, il va revenir. okay. Yes. Il ne faut pas se dire dans cette salle ou ailleurs qu'on n'y peut rien, que c'est trop gros pour nous, trop haut, que ça nous dépasse. Il faut vraiment se pénétrer qu'on a tous à notre niveau une capacité à bouger. Alors certains plus que d'autres, et c'est pour ça, moi je pense que, comme je disais au début, j'ai plus reçu, je suis plus en position de pousser, mais tous, vous, Marie-Josée, Virginie et tout le monde dans cette salle, on a la capacité à bouger, individuellement et évidemment plus encore collectivement. C'est un très puissant message. Merci beaucoup. Donc, les organisations seront forcées par le marché de changer. Et ça va faire tourner une roue dans le bon sens. J'espère. C'est pas gagné. Faut pas se raconter l'histoire. Les exemples que je prends sont des exemples. Et on a par ailleurs un système qui ne pousse pas dans cette direction. Donc c'est des forces très puissantes qui sont en trajectoire potentiellement de collision, sauf si on s'ajuste. Mais je crois que fondamentalement, oui, c'est un changement très fort. Je comprends que vous n'êtes ni un optimiste, ni un pessimiste. Ça dépend peut-être des journées, ce que vous entendez. Parlez-moi de vos indicateurs de performance. Qu'est-ce que vous surveillez qui vous dit si les choses vont dans la bonne direction ou si les choses ne vont pas dans la bonne direction? J'ai passé le cap d'être optimiste ou pessimiste parce que ça varie. Il suffit qu'on se lève en bonne là. J'étais pas en bonne santé ces derniers jours, donc j'étais plutôt sombre. De vous parler, ça me redonne la pêche, donc je suis plutôt en forme. Donc c'est cyclique, ça bouge, ça monte, ça descend. Je crois qu'il faut être dans l'action.
Et donc, faire autant qu'on peut dans la bonne direction et à la mesure de ses moyens. Donc après, j'ai les indicateurs de performance pour ma société, mais comme je vous dis, j'ai pas le droit d'en parler. Donc malheureusement, je serais ravi de le faire, mais c'est pas possible. Mais après, ce que je regarde, c'est pas un tableau de bord, mais la chance que j'ai, en vous parlant aujourd'hui, alors même en n'étant pas dans la salle, c'est moins fort, mais je rencontre souvent des étudiants, des entreprises, de voir un peu ce qui se passe et de mesurer si les choses vont plutôt dans le bon sens ou pas. Alors, ce qui va dans le bon sens, c'est effectivement une prise de conscience plus large, notamment des plus jeunes, que ça n'est pas tenable et qu'il faut faire évoluer. Une prise de conscience d'un nombre de plus en plus grand de chefs d'entreprise qui se posent la question, mais en même temps, la réalisation que comme le système n'a pas changé, on peut faire que ce qu'on peut faire dans ce système. Je voyais un grand patron ces derniers jours, il me dit, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Alors, je lui dis, à l'impossible, nul n'est tenu. Tu es patron d'une entreprise qui doit respecter un certain nombre de règles. Et donc, respecte ces règles et pousse le système au maximum à l'intérieur de ces règles. Mais par ailleurs, explique bien que ce système n'est pas satisfaisant. Et quand le système changera pour tout le monde, ce sera plus facile pour tout le monde de changer. Vous n'allez pas vous mettre hors marché et prendre le risque de vous faire sortir du marché parce que vous êtes bon, ce serait totalement contre-productif. Donc on est dans cette espèce de moment un peu compliqué où il faut qu'on joue les règles du jeu tout en disant le jeu n'est pas bon et le pousser. Et donc mon tableau de bord, c'est dire qu'est-ce que je peux faire dans le système actuel et en même temps comment je peux influencer les débats, les endroits, les lieux où ce système a une chance de bouger à la marge d'abord et puis de plus en plus vite. Le système dans lequel on vit, que je vous ai décrit extrêmement simplement, le système Milton Friedman, shareholder value, etc., c'est pas un don du ciel. Hein. Ça a été construit par des gens à une certaine époque. Aujourd'hui, on a changé d'époque, donc c'est pas absurde que d'autres personnes proposent un amendement à ce système parce que ce dont on a besoin au XXIe siècle, c'est d'une économie développement durable. Donc c'est ça le défi qu'on a en face de nous. J'ai deux petites questions pour terminer. La première, ça concerne votre vue sur la France, sur ce qui se passe ici. J'ai l'impression que le président Macron fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Il vous a nommé notamment sur One Planet Lab. Vous avez plusieurs, il y a eu des lois, etc., pour encourager les entreprises à avoir une raison d'être. C'est quoi votre point de vue sur la France par rapport à d'autres dans le monde? Je pense que sur ces sujets-là, on est plutôt en avance, plutôt plus sincère que la moyenne des pays. Alors, vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Il y a un certain nombre de pays, notamment en Europe. Je pense à la Scandinavie, par exemple. Je pense au Benelux, par exemple. Le Canada est un pays compliqué, où il y a un peu des deux, comme vous le savez, Marie-Josée. Il y a un ouest et un est, il y a des tas de choses. Mais donc, la France, en tout cas, est plutôt dans des endroits où ces choses se passent. Et on a la chance, alors après, chacun peut avoir ses opinions dans la salle, et d'avoir un président qui comprend ces sujets-là, qui les a pratiqués professionnellement et qui a une vision extrêmement moderne et engagée de ces sujets-là. Mais il est à la fois le président et il n'est que le président d'un pays. Et dans le système aujourd'hui, un pays c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de police, et donc il faut faire avec les camarades de jeu. Et les camarades de jeu, vous faites la liste. Hein. Vous allez avoir Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Poutine, etc. C'est pas hyper simple de changer la planète dans ce contexte. Donc, faut pas se raconter d'histoire. On peut faire un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que pour moi, le sujet le plus important, c'est de redonner à l'Europe une capacité à exprimer ses vues. Ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment la nouvelle Commission européenne qui a promu le Green New Deal, ça va dans la bonne direction. Il faut que l'Europe s'affiche comme un des endroits où on norme ce capitalisme qu'on veut voir émerger. On a encore cette capacité. On est la deuxième puissance économique mondiale. On fait 25% du commerce mondial. Alors certes, on a un peu laissé passer le train de la technologie. Certes, on est un peu écartelé entre Chine et États-Unis, mais on a encore une capacité à peser. Donc tant qu'on l'a, je pense qu'il faut l'utiliser. Voilà. Donc maintenant, après c'est difficile de bouger les lignes. Hein. Merci. Mais je pense qu'on a une chance, c'est qu'on est identifié sur ces sujets-là. Et je dois dire que j'étais très honoré que le président me nomme comme co-responsable du One Planet Lab. Pour ceux qui voient plus bien ce que c'est dans la salle. Soyons patients, ça va revenir. Donald Trump est sorti des accords de Paris.
Emmanuel Macron est allé faire sa vidéo Make Our Planet Great Again. Et derrière, il a créé le concept de One Planet en demandant qu'on étudie. Et donc, il a rassemblé une trentaine de personnes, donc des gens que vous connaissez peut-être comme Hélène MacArthur ou Bertrand Piccard, par exemple, un certain nombre d'autres, pour réfléchir à comment traiter la question climatique, la question des océans, la question de la biodiversité et la question financière. Parce qu'on peut pas traiter ces sujets-là si on n'aborde pas la question du système financier. Et donc c'est bien l'interaction de ces sujets qui forme un tout. On se rend compte aujourd'hui que de traiter le climat sans parler des océans, ça marche pas. Que traiter la biodiversité sans parler du climat et des océans, ça marche pas non plus. Donc comment est-ce qu'on peut approcher ces sujets-là? Et c'est là qu'on voit bien que l'analyse nous amène à dire qu'il faut changer le système financier. Donc il faut garder cet objectif de réformer le système, que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'endroit au monde où on sait faire ça, et qu'en même temps, comme on a du mal à changer le système profondément de l'intérieur, il faut qu'on ait des points d'action concrets et pratiques, comme je vous disais, dans le textile, dans le transport maritime, dans l'air conditionné, ou que sais-je encore. Merci. Toute dernière question. On a une salle qui vous écoute attentivement. On pourrait entendre une mouche voler. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Quel est votre message? Ce sont tous des gens, j'ai l'impression, convaincus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui? Sortez sur les places et dites-le. Il ne faut pas qu'on reste entre nous. Il ne faut pas qu'on reste entre convaincus et convertis. Il y a un gros travail. Il faut le dire à vos familles, à vos amis, à vos proches. Il faut que vous ayez, et je suis le premier à pas le faire toujours, hein, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, il faut que on s'engage sur ces sujets-là. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas avec Greta Thunberg, mais c'est absolument fascinant de voir l'effet d'entraînement sur les enfants. Je prends mes enfants par exemple. Donc il faut que vous, qui êtes dans la salle, qui avez une responsabilité, qui avez un intérêt, une responsabilité particulière, vous la mettiez pas en jachère. Il faut que vous alliez, à votre niveau partout, vous engager. Il faut toujours se dire, et ça c'est important, je l'ai toujours dit à mes étudiants, à mes collaborateurs, etc., on a toujours sans dire, il devrait faire ça. Il faut arrêter de dire il. Il, c'est vous. Que vous soyez électeur, consommateur, adhérent d'une association, investisseur, que vous travaillez dans une entreprise, etc., on a chacun notre mot à dire. Et de manière intéressante, avec cet environnement de réseaux sociaux, etc., une capacité à démultiplier. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a aussi cet environnement un peu de brouhaha, où on ne sait plus démêler le faux du vrai, et on a je pense que notre rapport collectif à la vérité est devenu un risque systémique. On ne sait plus bien ce qui est vrai ou faux, et ça crée des difficultés, y compris sur des sujets comme ceux dont on parle, le climat, les inégalités. Et fondamentalement, engagez-vous. Allez-y, dites-le, et ne restez pas entre convertis. Convaincu. En fait, vous voulez qu'on fasse comme vous. Non seulement vous êtes un entrepreneur, vous avez votre vie privée, mais vous prenez souvent la plume, vous prenez la parole. Merci de faire ça. D'ailleurs, continuez. On va continuer de suivre votre chemin. Merci infiniment, Bertrand Badré, d'avoir été avec nous cet après-midi. Encore une fois, je suis désolé d'avoir été là physiquement.